Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Le Grand Jeu, un podcast d'Omerta. Aujourd'hui, on va parler de Trump, on va parler de relations internationales, et pour cela, je reçois Max Erwan Gatineau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes géopolitologue, enseignant en relations internationales et membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Essayiste, vous êtes notamment l'auteur de L'ère de l'information aux éditions du CERF. Merci d'accepter l'invitation. Merci de votre invitation. Ma première question sera simple. Comment est-ce que vous qualifieriez les dernières embardées de la politique étrangère américaine ? Alors, tout d'abord, je dirais qu'on a tendance à sous-estimer la dimension intellectuelle du Trumpisme. On a tendance à réduire Donald Trump à tout un ensemble, en effet, d'envolées qui peuvent laisser croire qu'il serait complètement imprévisible. Or, en fait, il y a une dimension intellectuelle, il y a un courant intellectuel qui environne Donald Trump, il y a une administration trumpienne, il y a des intellectuels trumpiens, et nous avons eu d'ailleurs une illustration assez récente de l'existence de cette doctrine Trump, à travers notamment un document dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, le document de stratégie de sécurité nationale américaine qui a été publié en décembre dernier, et qui rappelle donc qu'il existe bien une doctrine, une vision trumpienne du monde, et les Américains sont aujourd'hui, au Venezuela notamment, en train de l'appliquer. Il y a une notion qui est largement évoquée et adaptée maintenant à la personnalité de Donald Trump, c'est la doctrine Monroe, qui est devenue doctrine Donoro. Comment l'analyser, cette remise au goût du jour d'une doctrine vieille de centaines d'années ? Alors voilà, donc elle s'illustre justement, cette doctrine Donroe au Venezuela. Alors Donroe, il faut un petit peu expliquer les choses. C'est tout d'abord donc le produit de cette fameuse doctrine Monroe, qui a été donc édictée en 1823 et qui était adressée au fond aux Européens, aux puissances européennes, pour dire aux Européens, la sphère d'influence américaine va du nord du continent américain, des neiges de l'Arctique, jusqu'au sud, jusqu'à la Patagonie. Et toute cette zone, tout ce continent américain est la sphère d'influence des États-Unis, donc vous n'avez plus vocation à y mettre les pieds. Donc ça, c'est la doctrine Monroe classique du 19e siècle. Là, dans ce document de sécurité nationale américaine, il y a donc une réactualisation de la doctrine Monroe, et comme elle se passe sous le mandat de Donald Trump, avec un petit trait d'humour, l'a qualifiée de doctrine Donroe, le D qui rappelle Donald Trump. La doctrine Donroe, c'est donc la doctrine Monroe, donc l'Amérique latine et l'arrière-cour, en quelque sorte, des États-Unis, a vocation à le rester, ou plutôt à le redevenir, mais elle est étendue aussi à l'Europe. Et c'est ça un petit peu la grande nouveauté, c'est que les Européens qui se pensaient comme étant les grands alliés des Américains, au sens où nous formerions une sorte de duo, une sorte de couple dans le cadre de l'Alliance Atlantique, eh bien non, les Américains nous disent « vous êtes nos vassaux et vous avez vocation à le rester ». Avec quand même un petit point qu'il est important de rappeler, les Américains tiennent à ce que l'Europe conserve un certain dynamisme. C'est-à-dire que lorsque vous lisez le document stratégique américain, qui fait environ une trentaine de pages, donc vous avez 3 pages consacrées à l'Europe. Dit comme ça, c'est peu, mais en fait, c'est quand même une partie non négligeable de ce document. Et donc dans ce document, les Américains s'inquiètent de l'effondrement de l'Europe. Ils parlent d'effondrement civilisationnel parce que, disent-ils, nous avons besoin d'un hémisphère occidental. Donc l'hémisphère occidental, c'est ce qui va de l'Amérique latine à l'Europe. Donc au sein de l'hémisphère occidental, l'Europe est un point lourd. C'est un marché important pour nos entreprises. Et donc si nous voulons que demain, la sécurité nationale américaine soit préservée, les Américains associent la sécurité nationale et la sécurité économique, c'est-à-dire le dynamisme économique, eh bien nous avons besoin d'une Europe qui continue de bien fonctionner, qui continue de représenter un marché dynamique pour nos entreprises. Et donc c'est pour ça qu'il y a à la fois une volonté de continuer à dominer l'Europe, mais en même temps de faire en sorte que l'Europe sorte en quelque sorte d'un effondrement civilisationnel dont s'inquiètent les Américains, comme ils l'écrivent, donc noir sur blanc dans ce document. Et cette doctrine Monroe, est-ce qu'elle avait été abandonnée ? Parce qu'on voit au XXe siècle tous les coups d'État en Amérique du Sud. Alors, c'est une très bonne question. La doctrine Monroe, on peut dire qu'elle n'a jamais été complètement abandonnée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas explicite,
Là, c'est la première fois qu'elle figure dans un document stratégique. Si l'on regarde les derniers documents de stratégie américains qui sont publiés au début de chaque nouvelle mandature. Mais les États-Unis, comme toute grande puissance, n'ont jamais renoncé à la défense de leurs intérêts et à la nécessité notamment de veiller à leurs intérêts au sein même de ce que l'on appelle leur sphère d'influence. Toute puissance résonne en termes de sphère d'influence. Il y a cette phrase de Raymond Aron que j'aime bien rappeler et qui dit que la puissance est la capacité d'une unité politique, donc d'un État, à imposer sa volonté aux autres unités. Donc par définition, la puissance est extensive. Elle appelle un État à défendre ses intérêts par-delà ses frontières territoriales. Et pour le cas latino-américain, puisqu'on a commencé à parler un petit peu du Venezuela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine est devenue ces dernières années, il y a toujours la Chine en toile de fond dans la réflexion stratégique américaine depuis une quinzaine d'années, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine, qui ne représentait que 10% de l'économie américaine dans les années 80, est aujourd'hui, selon certains classements du FMI, la première puissance mondiale, est en tout cas le premier partenaire économique de l'Amérique du Sud. Ce qui signifie que jusque dans leur environnement immédiat, les positions américaines sont contestées par le grand rival chinois. Et donc, il y a la volonté chez Donald Trump et chez l'administration Trump de reprendre le contrôle, mais avant même, pour vous répondre directement, la réactualisation donc, de cette doctrine Monroe, il y a eu des tentatives, par exemple sous Joe Biden, d'essayer de contenir la montée en puissance de la Chine. Et je vous donne un exemple très, très concret. Il y a chaque année, depuis 1994, un sommet annuel qui rassemble l'ensemble des pays américains, donc du Canada à l'Argentine, en passant par les pays d'Amérique centrale. Et en juin 2022, ce sommet annuel s'est tenu à Los Angeles. Et il y avait la volonté de l'administration démocrate, de Joe Biden donc, de ne pas inviter les pays réputés pour leur tendance autoritaire. Donc le Venezuela, Cuba et le Nicaragua. De créer une sorte de cordon idéologico-sanitaire au sein donc, du continent américain pour répliquer dans la sphère d'influence américaine ce qui était en train et ce qui se passe toujours en Europe entre l'Ukraine démocratique et la Russie autoritaire. Donc il y avait cette idée que grâce en quelque sorte au conflit russo-ukrainien, les Américains allaient pouvoir relancer une alliance des démocraties transcontinentales en lutte contre le duo autoritaire sino-russe. Bon, le problème, c'est que cette stratégie, cette proposition donc d'écarter les pays autoritaires d'Amérique latine dans le cadre de ce sommet annuel des Amériques, n'a pas rencontré un franc succès, puisque un pays comme le Mexique, qui est une démocratie, a menacé de boycotter ce sommet pour rappeler en quelque sorte Washington à l'ordre. Rendez-vous compte quand même, le Mexique, qui est aux portes des États-Unis, a rappelé en quelque sorte Washington à l'ordre en leur expliquant que le sommet des Amériques n'était pas un sommet idéologique, n'avait pas vocation à simplement répliquer la stratégie, la géostratégie américaine, mais qu'elle était un sommet réunissant tous les États américains, quelle que soit leur ascendance idéologique. Donc au Venezuela, comment vous analysez l'intervention américaine? Parce que Maduro a été kidnappé, mais le régime est toujours en place. Alors voilà, toute la question. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, vous avez une application concrète donc, de cette doctrine Monroe qui désormais donc, s'affiche au grand jour. Donc le Venezuela est en quelque sorte la porte principale d'entrée de la Chine sur le continent latino-américain. J'envoie un message à l'Amérique latine en leur expliquant que désormais, soit vous êtes avec nous, les Américains, soit vous êtes contre nous avec les Chinois. Donc c'est une sorte de message envoyé à tous les pays latino-américains qui rappelle que dans la sphère d'influence américaine, c'est l'intérêt américain qui doit l'emporter. Par ailleurs, il y a aussi tout un ensemble de richesses, évidemment, comme la ressource pétrolière, qui peuvent intéresser évidemment les États-Unis, qui se sont fait écarter du marché vénézuélien depuis l'arrivée de Chavez dans les années 2000 et la vague de nationalisation qu'il a initiée. Ceci étant dit, le régime ne va pas changer du tout au tout. C'est-à-dire que la grande différence entre Donald Trump et ses prédécesseurs, on pense aux interventions américaines des années 2000, notamment sous George W. Bush, où il y avait l'idée, évidemment toujours de défendre les intérêts des États-Unis, mais
l'idée aussi d'étendre la démocratie. Il y avait l'idée que un monde qui se démocratise est un monde qui, en dernière instance, profitera aux États-Unis. Chez Donald Trump, vous n'avez pas cette dimension démocratiste, idéologique. Il n'y a pas l'idée d'étendre la démocratie. Beaucoup d'Européens se sont félicités, et on peut le comprendre, de l'intervention américaine, pensant que cela allait ensuite permettre au Venezuela, qui était un pays qui connaissait une véritable dynamique dans les années 80-90, de retrouver un régime plus libéral, plus conforme à la volonté. Voilà, plus conforme à la volonté aussi des Vénézuéliens, parce qu'il faut rappeler quand même qu'un tiers de la population vénézuélienne a immigré, et que la situation au Venezuela est d'un point de vue économique purement catastrophique. Ceci dit, Trump ne veut pas nécessairement avoir affaire à une démocratie, il veut avoir affaire à un État qui se conforme à l'intérêt américain. Et donc si le système chaviste accepte désormais en quelque sorte la mainmise américaine, eh bien ce système chaviste ne sera pas renversé. Et c'est ce qui est en train de se passer avec donc un régime chaviste qui, dans une logique de survie, a accepté le diktat américain. Et on le voit bien aujourd'hui avec la personne qui aujourd'hui est à la tête de l'État vénézuélien et qui souhaite, par exemple, que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix. Donc vous avez une sorte de virage communicationnel, mais qui derrière indique bien que le système chaviste, dans une logique de survie, est prêt en quelque sorte à se conformer au diktat américain. Et donc tout ce qui est trafic de drogue, cartel, c'est juste une excuse pour bien passer au niveau de la communauté internationale? Alors ce n'est pas nécessairement juste une excuse, puisque on pouvait associer le régime de Maduro avec un ensemble de cartels. Ceci étant dit, donc il y aura sans doute, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura sans doute une volonté de l'administration Trump de faire en sorte que Caracas soit peut-être un peu plus dynamique sur cette question, on va le dire comme ça. Ceci étant dit, vous avez aussi tout un ensemble de cartels vénézuéliens, notamment, et tout un ensemble de forces centrifuges qui se réfugient notamment dans le sud du pays, qui ont déjà en quelque sorte appelé à la révolte, qui ne vont pas se laisser faire. Donc on peut aussi imaginer un État qui se fragmente davantage, qui se décompose et qui pourrait dans quelque temps ressembler aussi à une forme de bourbier pour les Américains. Il ne faut pas complètement non plus l'exclure. Et Cuba, c'est le prochain sur la liste? Alors Cuba est le prochain sur la liste. On voit déjà donc, des pressions américaines s'exercer, évidemment. On voit aussi l'État cubain prendre au sérieux, en quelque sorte, la menace américaine, puisque on a vu les élites cubaines envoyer quelques messages à destination des États-Unis dans une logique d'apaisement et puis de réforme aussi du régime. Vous avez le dirigeant de Cuba qui a expliqué que, après tout, les déboires économiques de Cuba, sa difficulté à se développer comme tout un ensemble de pays de la région, était aussi peut-être le produit d'un régime qu'il fallait être capable de regarder en face et de réformer, sachant que le système cubain a lui aussi quand même beaucoup évolué depuis l'époque évidemment de Castro. Je dirais plutôt que les États-Unis envoient en effet donc un message clair à l'ensemble des pays d'Amérique latine. On a aussi parlé de la Colombie, où il y a eu avec le président Petro tout un ensemble de déclarations, de tensions avec Donald Trump, qui l'accusait d'être un narcotrafiquant, puisque son pays est aussi concerné par le trafic de drogue. Donc on peut imaginer une reprise en main, en quelque sorte, de l'Amérique latine, au sens d'une Amérique latine qui serait davantage qu'auparavant, que ces dernières années, dans le giron américain, d'autant plus que la veille de l'intervention américaine à Caracas, vous avez eu un mini-sommet, une déclaration du président argentin Javier Milei qui appelle à constituer un bloc anti-woke, je cite son expression, conservateur, favorable à la liberté, plutôt américanophile. Et l'Argentine n'est pas seule dans cette proposition, puisque l'on voit aussi que le Paraguay et le Honduras, par exemple, sont prêts à proposer en alternative à l'influence de la Chine ou à l'anti-impérialisme américain, qui est quand même assez caractéristique de tout un ensemble de pays sud-américains, et propose une alternative beaucoup plus axée avec les idéaux et les intérêts des États-Unis.
Javier Milei peut être vu comme un vassal des États-Unis à l'heure actuelle? Alors, pas comme un vassal, mais comme quelqu'un qui, pour des raisons idéologiques, est en effet beaucoup plus en ligne avec l'administration Trump, et ce qui le rappelle, et notamment le fait que dès son arrivée au pouvoir, l'une de ses premières décisions, on en a assez peu parlé, a été de bloquer l'adhésion de l'Argentine aux BRICS. Il était question que dans le cadre de l'élargissement des BRICS, qu'on appelait BRICS+, l'Argentine rejoigne le Brésil. Milei a immédiatement bloqué cette alternative au monde occidental que nous avons bien connu, qu'il voit d'un mauvais œil, parce que d'un point de vue idéologique, l'alternative à l'Occident, c'est l'alternative à un modèle libéral qu'il estime absolument nécessaire pour son propre pays, avec d'ailleurs quelques résultats. Il y a aussi la question du Groenland, dont on parle de plus en plus. Donald Trump, est-ce qu'il veut vraiment s'accaparer ce territoire, y compris par la force, ou est-ce que c'est juste du bluff? Alors, donc là, on est toujours en effet dans le cadre de... Alors, on a cru que Donald Trump était un isolationniste, c'est donc un hémisphériste. Doctrine Monroe, les États-Unis doivent s'imposer dans leur hémisphère, et nulle autre puissance ne doit venir contester le leadership américain dans cet hémisphère. Et à ce titre, le Groenland représente en effet une terre tout à fait stratégique. Si vous prenez un planisphère au centre duquel vous mettez l'Arctique, vous voyez bien qu'il y a au fond deux portes. Il y a la porte sud avec le Groenland et la Norvège, vous avez la porte nord avec l'Alaska et puis l'extrême-orient de la Russie. Donc contrôler le Groenland, c'est contrôler l'une des principales portes d'entrée vers un axe routier qui va devenir encore plus stratégique avec la fonte des glaces et puis avec la découverte, l'exploitation de tout un ensemble en effet de ressources et notamment de ressources minières. Bon, ce qui interroge, c'est le fait qu'il existe déjà aujourd'hui une base américaine au Groenland. Le Danemark est un fidèle allié des États-Unis, fait donc partie de l'OTAN. Il existe déjà des accords stratégiques qui permettent aux Américains d'intervenir si jamais la sécurité du Groenland et donc en dernière instance la sécurité du monde occidental était remise en question. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque contrairement à ce que dit Donald Trump, les intérêts chinois sont assez peu présents. Bon. On peut toujours quand même anticiper le jour où ces intérêts se feront plus pressants. La Chine aspire à passer par les routes du Nord pour commercer avec aussi l'Europe. Donc cela peut s'entendre. Maintenant, pourquoi prendre possession d'un territoire alors que vous pouvez déjà en effet donc agir en tant que gardien en quelque sorte de la sécurité de ce territoire? Écoutez, moi je pense qu'il y a deux éléments que nous devons avoir à l'esprit. Premièrement, je pense que Donald Trump, il y a une dimension mégalomane. Il veut aussi marquer l'histoire des États-Unis, être le premier président américain depuis un certain nombre d'années qui aura étendu le territoire américain. Il veut qu'au fond, sous son règne, on retienne de son règne en quelque sorte l'avènement d'une grande Amérique. C'était son propos lorsqu'il voulait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis d'Amérique, reprendre le contrôle de Panama et donc envisager de reprendre le contrôle du Groenland, enfin de prendre le contrôle du Groenland. Et puis, moi, je pense qu'il y a aussi derrière la faiblesse, l'infirmité géopolitique de l'Europe. C'est-à-dire que, au fond, ce que se dit Donald Trump, c'est pourquoi pas? Pourquoi renoncer à prendre un territoire stratégique? Pourquoi y renoncer, sachant que face à nous, il n'y a aucune force d'opposition crédible. Les Européens ne vont pas se dresser contre les États-Unis, ils ne vont pas lever une armée contre les États-Unis. Et donc il y a une forme d'absence d'inhibition chez Donald Trump qui se dit au fond, eh bien ce territoire est déjà quasiment américain, puisque pour des questions d'accords stratégiques dont on a déjà parlé, nous sommes responsables de sa sécurité. Eh bien, autant aller jusqu'au bout des choses en quelque sorte et d'acter le fait que nous sommes responsables du devenir du Groenland. Donc ça nous renvoie donc à la faiblesse de l'Europe et au peu d'égards que Donald Trump a envers les Européens. Les Européens pourtant viennent d'envoyer quelques dizaines de soldats, il y a des Français et des Allemands. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Alors, moi, je crois qu'il y a une grande illusion sur ce sujet. Je lis beaucoup, en effet, ces derniers jours, donc ce fait totalement avéré, que donc, les Européens envoient un signal, en quelque sorte, en amassant quelques troupes autour du Groenland. Mais le ministre allemand de la Défense a rappelé lui-même qu'il ne s'agissait pas d'envoyer un message aux Américains, mais de montrer que les Européens étaient en capacité d'assurer la sécurité du Groenland face à la Chine et à la Russie.
Donc vous avez des Européens qui se glissent déjà dans le discours trumpien pour, au fond, déminer le grand argument déployé par Donald Trump, qui est de dire vous ne serez pas en mesure de contrer la Chine et la Russie. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de le faire et vous ne serez pas en mesure de le faire demain, donc il faut que nous le fassions nous-mêmes. Donc les Européens ne sont pas en train de résister en quelque sorte frontalement aux velléités prédatrices des États-Unis. Ils sont en train de dire aux États-Unis si, regardez, nous sommes tout à fait en capacité de le faire et donc vous pouvez renoncer au Groenland. Voilà, je crois que c'est surtout ça qu'il faut voir et non une volonté des Européens de s'opposer frontalement aux États-Unis. Mais est-ce que ça peut tout de même dissuader Donald Trump de s'accaparer Mais dans la mesure où Donald Trump est quand même allé très loin, dans l'idée qu'il voulait, très loin dans ses déclarations, c'est-à-dire qu'il a explicitement annoncé que d'une façon ou d'une autre, le Groenland serait américain. Donc je ne le vois pas simplement renoncer. En revanche, je pense qu'il faut retenir d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il est possible que tout ceci se termine, j'avais déjà eu l'occasion de le dire récemment, par une forme de gouvernance transatlantique dans laquelle les Américains seraient effectivement maîtres du territoire, mais dans le cadre d'une coopération qui permettrait aux Européens en quelque sorte de ne pas perdre la face et donc d'être mis en quelque sorte à égalité avec les États-Unis. Voilà, ça peut se terminer par un accord et j'ai d'ailleurs récemment pu observer que les Danois proposaient aux États-Unis une sorte de groupe de travail pour envisager une sortie, disons, plus diplomatique que guerrière ou brutale sur ce dossier. Donc selon vous, Donald Trump va réussir à acquérir le Groenland ? C'est-à-dire que aujourd'hui, le Groenland est déjà en fait une sorte de sous la mainmise géostratégique américaine. Je ne vois pas ce qui changerait fondamentalement, mais maintenant que Trump s'est engagé dans cette voie, il faut trouver une porte de sortie qui permette à Donald Trump de donner l'impression qu'il a obtenu quelque chose et aux Européens qu'ils, face à leur opinion publique, qu'ils demeurent, qu'ils ont en quelque sorte un petit peu résisté au dictat américain. Mais si les États-Unis font une intervention militaire là-bas, ça marque la fin de l'OTAN. Alors, imaginons ce scénario. Imaginons ce scénario d'une intervention américaine. Est-ce que ce serait la fin de l'OTAN ? Ce qui est sûr, c'est que ce serait la conséquence d'un atlantisme de confort, d'un occidentalisme idéologique qui domine l'Europe et qui fait que l'Europe ne s'est pas préparée au retour de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé depuis février 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine? On s'est raconté une jolie histoire dans laquelle il y avait d'un côté les démocraties qui respectent le droit international et de l'autre les empires autoritaires. Il y a un fait historique, les démocraties ont toujours eu une ambition impériale et n'ont pas toujours respecté le droit international, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en ex-Yougoslavie. Bon. Et donc, comme on s'est raconté cette jolie histoire, nous ne sommes pas préparés à un monde dans lequel les États-Unis allaient la jouer beaucoup plus frontale face aux Européens. Or, je pense qu'il est en effet dans l'intérêt de l'Europe, et moi j'assume ce terme, je le développe dans mon propre livre, de construire une Europe post-occidentale. Ça ne veut pas dire une Europe anti-occidentale, ça n'aurait pas de sens, mais une Europe qui s'émancipe d'un bloc occidental suranné, qui est complètement sous domination américaine et qui l'empêche de s'ouvrir à d'autres acteurs géostratégiques et qui lui permettrait d'avoir une plus grande souplesse et donc d'être beaucoup plus fort dans les négociations qu'elle a avec Donald Trump. Parce que ce que lui dit au fond Donald Trump, c'est « and so what ?» Si vous n'acceptez pas ce que je vous propose, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez pas d'autre choix que d'approfondir la relation transatlantique. Ce que je propose, c'est au fond ce que les Canadiens sont en train de faire. Le nouveau Premier ministre canadien vient de nouer un partenariat stratégique avec la Chine. Pourquoi ? Pour dire aux Américains, nous ne sommes pas condamnés à obéir
à votre dictat, nous ne sommes pas condamnés à nous enfermer dans un bloc occidental que vous dominez. Le monde est multipolaire, il y a d'autres acteurs stratégiques, et la géopolitique n'est pas le théâtre de l'affrontement idéologique, c'est le théâtre du pragmatisme, et donc l'intérêt des Canadiens est de diversifier, leurs relations et donc de diminuer leur dépendance très forte commerciale à l'égard des États-Unis. L'idée, c'est que les partenaires non occidentaux, ou plutôt que les relations commerciales du Canada soient à 50% réalisées avec d'autres acteurs que les États-Unis. Donc de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis pour aussi, en se donnant davantage de souplesse, être davantage indépendant. Et c'est cette question de l'indépendance, de l'autonomie stratégique qui est aujourd'hui posée à l'Europe, que pousse la France depuis tout un ensemble d'années, en vertu de sa doctrine gaullienne, d'une Europe européenne autonome, mais que personne ne veut suivre parce que les Européens sont en dernière instance complètement liés à une forme d'atlantisme de confort. Et l'Europe, elle pourrait se tourner vers qui, du coup ? Mais l'Europe... Vers elle-même ? Pardon ? Vers elle-même Non, alors l'idée c'est qu'il faut avoir cette souplesse stratégique, c'est-à-dire que les Américains peuvent être nos alliés sur un certain nombre de sujets, mais en fonction des dossiers, nous devons être en capacité de nous tourner vers d'autres pays, par exemple la Chine. Il faut avoir une vision très pragmatique des choses. Je prends un sujet assez concret. Sur la question climatique, qui n'est pas du tout une petite question, le principal allié dans les grandes puissances aujourd'hui de l'Europe, c'est la Chine. La Chine a signé les accords de Paris qui prévoient donc l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, donc la volonté de décarboner les économies. C'est une demande aussi assez forte dans les pays du Sud qui sont concernés par les conséquences du réchauffement climatique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? Donc les Européens l'ont déjà fait, ce que je prône, mais il faut le systématiser. En 2015, les Européens se sont tournés vers la Chine, puisque vous avez aussi une population chinoise qui est très en demande sur les questions environnementales. Les Chinois vivent dans un cadre très pollué, donc ils sont en demande vis-à-vis de leur État. Il y a une société civile vigoureuse, contrairement à ce qu'on pense en Chine, et cette société civile, des associations, des ONG chinoises, la population chinoise demande à son État d'agir sur la question écologique. Les Chinois se sont dotés d'une feuille de route très ambitieux sur la question écologique à l'horizon 2050. Ils veulent décarboner leur économie, ils sont moteurs dans la construction de technologies bas carbone, le nucléaire, le solaire, etc. Et ils ont signé les accords de Paris. Ils étaient au début un petit peu réticents. Les grandes puissances sont toujours un petit peu des fois réticents à signer des grands accords internationaux. Et les Européens ont dit aux Américains, ont réussi à tordre le bras de l'administration Obama à l'époque. Les Américains étaient complètement hostiles à cet accord à l'origine, comme très souvent sur les questions climatiques. Et les Européens ont dit aux Américains, vous allez être la seule grande puissance à ne pas signer un accord qui vise pourtant une cause mondiale, alors que la Chine, elle, va le signer. Et c'est parce que nous avons joué les Chinois contre les Américains que les Américains ont fini par venir sur nos positions. Et c'est ça aussi, si vous voulez, l'intelligence stratégique qui manque à l'Europe, c'est cette capacité à jouer les acteurs les uns contre les autres pour faire avancer son propre agenda. Voilà. Lorsque nous nous enfermons dans un bloc occidental, nous n'existons plus, nous disparaissons derrière l'agenda américain. Lorsque nous osons nous adresser à d'autres pays, eh bien nous avons une souplesse, une indépendance beaucoup plus grande. C'est au fond la politique étrangère qu'avait prôné le général de Gaulle dans les années 60. Pourquoi de Gaulle avait-il été le premier chef d'État occidental à reconnaître la Chine populaire dans les années 60 ? Pourquoi avait-il décidé de nouer un partenariat technologique et scientifique avec l'URSS en pleine guerre froide ? Pas par adhésion au communisme, mais parce que cela lui permettait de desserrer l'étau atlantiste et de dire aux Américains, nous sommes vos alliés, mais respectez-nous, parce que si vous ne le faites pas, nous avons la capacité de nous tourner vers d'autres acteurs importants. Justement, pour continuer sur la Chine, en décembre dernier, un rapport secret du Pentagone a pointé la faiblesse de l'armée américaine face à un conflit, si un conflit avait lieu avec la Chine. Est-ce que ça va pousser Trump à agir contre celle-ci ? Moi, je ne crois pas du tout à la perspective d'un conflit armé entre la Chine et les États-Unis. Je crois plutôt que les Américains cherchent aujourd'hui à pousser leur avantage dans tout un ensemble de régions dans lesquelles ils sont en recul, en effet, pour aboutir en dernière instance à une forme d'équilibre des puissances, parce qu'un affrontement direct, ce serait à coup sûr perdant-perdant pour les deux pays. Donc il va y avoir des tensions,
il va y avoir une montée sans doute en tension, des rivalités plus ou moins chaudes, plus ou moins froides, mais je ne crois pas du tout à la perspective d'un conflit armé parce que ça n'aurait aucun intérêt, aucun sens pour l'un des deux pays. Et sur la question taïwanaise, qui représente en effet, elle est quand même en filigrane de votre question, elle représente certes un intérêt stratégique évident, mais comme je le dis souvent, j'invite les Européens à lire ce que disent nos rivaux, nos concurrents, voire même notre allié américain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la stratégie nationale américaine, publiée en décembre 2025, qu'il faut lire, il y a aussi toute la réflexion des NATCO, c'est-à-dire des nationaux conservateurs qui gravitent autour de Donald Trump. Et il y a un document notamment de l'IFRI qui revient sur la stratégie des NATCO, et ces derniers n'envisagent absolument pas d'envoyer des Américains mourir pour Taïwan, ni même mourir pour Kiev. Ça reste quand même un traumatisme au sein de la population américaine, ces interventions qui ont coûté la vie à des milliers de soldats au Moyen-Orient. Donc, une confrontation directe, ça voudrait dire des États-Unis qui passent au-delà de ce traumatisme très récent des années 2000 et qui renvoie même au bourbier vietnamien, très présent ça aussi dans l'esprit des conservateurs. Donc je ne l'envisage pas, en tout cas aujourd'hui, cela me semble écarté. Mais les États-Unis se laisseraient dépasser militairement par la Chine ? Mais se laisser dépasser militairement, cela signifierait que les États-Unis ne soient plus en capacité d'investir dans leur outil de défense, et cela pourrait être le cas si la puissance économique américaine décrochait. Or, aujourd'hui, il y a justement la volonté. Alors, les États-Unis restent une puissance économique de premier plan, ça reste la première puissance économique quand même du monde, et puis il y a justement la volonté de veiller à ce que cette primauté économique demeure en justement s'assurant d'une certaine mainmise sur l'Europe. Il faut toujours avoir ça en tête, c'est que la sécurité nationale américaine passe par la sécurité économique américaine, c'est-à-dire par le fait que les États-Unis demeurent une puissance commerciale de premier plan, et pour demeurer une puissance commerciale de premier plan, il faut réindustrialiser, donc ça c'est toute la politique protectionniste de Donald Trump, et il faut aussi garder la main sur tout un ensemble de marchés dynamiques et stratégiques, donc ça passe par le fait de maintenir l'Europe sous cloche, et ça passe aussi, et ça c'est aussi dans le document stratégique américain publié en décembre 2025, ça passe aussi par le fait de convaincre, c'est écrit comme ça, nos alliés asiatiques de se tourner un peu moins vers le marché chinois pour privilégier d'autres marchés dynamiques émergents. Donc il y a cette volonté-là aussi de contenir quelque peu la puissance de la Chine et pour ainsi préserver les intérêts économiques américains.